sur la banque et va terminer dans une banque. Oui. Aucun problème. Voilà. Et donc, c'est une zone grise. L'Europe est un être des abysses qui craint la lumière. Et donc, j'ai vu la corruption. C'est en fait, vous votez, vous avez 160 votes par jour. Vous ne savez pas sur quoi vous votez, mais derrière, c'est les grandes firmes A nationales, je dis bien A nationales, qui font passer des textes pour se favoriser entre elles. Voilà ce que c'est une souveraineté déterritorialisée. Il n'y a plus de souveraineté. Il n'y a plus personne pour contrôler. Et puis après, il y a eu l'élection présidentielle de 1995. Moi, je n'avais pas l'argent. J'ai fait des emprunts. J'ai fait des petites dépenses. Et puis, le soir de l'élection, patatras, je fais 4,74%. Il fallait faire 5% pour être remboursé. Donc, là, j'ai un mois pour trouver 9 millions de francs, à l'époque. Sinon, je perds mes droits civiques. Donc, je fais une quête télévisée grâce à Patrick Poivre d'Arvor sur TF1. C'est humiliant, mais il fallait le faire. Et, mais en fait, j'ai traîné cette dette pendant des années et j'ai hypothéqué ma maison. Donc, vous voyez, ma famille, c'est pas facile quand même. Et puis, plus tard, alors on m'emmerdait, le Conseil constitutionnel, sur des détails, etc. Ils ont annulé le compte de Cheminade, on s'acharne sur les petits, et plus tard, beaucoup plus tard, on a découvert plusieurs choses. On a découvert que M. Chirac et M. Balladur avaient dépassé largement le plafond des 90 millions et que M. Roland Dumas avait donné l'ordre aux magistrats instructeurs de truquer les chiffres. Et récemment, dans un livre qui aurait dû faire beaucoup de bruit, M. Dumas dit « J'ai fait un coup d'état juridique ». Non, j'ai empêché un coup d'état juridique, c'est-à-dire que j'ai empêché les magistrats instructeurs d'annuler l'élection présidentielle. Donc ça veut dire que c'est truqué. Pendant ce temps-là, moi j'avais ma maison hypothéquée. Mais ça va plus loin que ça. Parce que le 15 juin dernier, le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel de Paris a renvoyé M. Balladur et ses amis devant une juridiction parce que les juges soupçonnent ce que Charles Millon, ministre de la Défense, m'a confirmé qui est dans mon livre, là aussi pas de réaction pour l'instant, à savoir qu'il y a eu tout un système, il y aurait eu tout un système de rétrocommission avec des sommes considérables depuis les marchés d'armement de sous-marins à Karachi, dont une partie serait venue en liquide abonder la campagne présidentielle de M. Balladur. M. Balladur s'en défend, il répond, mais moi, mes comptes ont été jugés réguliers par le Conseil constitutionnel, donc j'ai rien d'autre à dire. D'accord. D'accord. Il y avait déjà à l'époque, entre l'Arabie Saoudite et la France, des relations suivies comme avec le Qatar. Bien. Comme il y a une caméra, je me méfie, donc c'est pas la peine de me prendre une plainte tout de suite, j'en reste là. Simplement, imaginez ce que peut être l'écœurement de quelqu'un qui s'est battu avec ses mains, vous voyez, qui a monté la corde lisse avec les mains, et qui tout à coup hypothèque sa maison, pour expliquer ça à sa femme et à ses enfants, et puis tout à coup on découvre qu'il y a des emplois fictifs, des rétrocommissions sur les contrats d'armement, avec des morts à Karachi. Et le nouveau ministre de la Défense qui dit « Moi j'ai reçu l'ordre de Chirac d'arrêter tout ça ». Les yeux dans les yeux. Et moi, Charles Millon, c'est un homme honnête. La preuve, ils l'ont dégommé. Donc, la corruption, je connais. Et du coup, je lis l'actualité, moi, avec un regard lucide. Vous voyez ? Par exemple, pourquoi aujourd'hui, la diplomatie française, en boitant le pas de la diplomatie américaine, est-elle si acharnée contre Assad, qui est l'ennemi public numéro 1 ?
Alors que les chrétiens de Syrie que je connais disent « Assad nous protège ». Et que l'opposition modérée, en fait, c'est Al-Qaïda. C'est-à-dire le front Al-Nosra. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'Assad est un dictateur sanguinaire? Non. Parce que l'Arabie Saoudite et le Qatar ont acheté la classe politique française. Je pèse mes mots. Je l'ai dit chez Bourdin il y a 2 jours, il n'y a pas eu de plainte. Ils doivent se regarder les uns les autres. C'est-à-dire qu'en fait, notre dette est achetée par l'Arabie et nos contrats d'armement sont là-bas. L'Égypte, le Mistral, etc. C'est l'Arabie Saoudite qui paye. Et donc, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est des sunnites, ils ne veulent pas de l'alawite, Assad, ils veulent mettre un sunnite. On remarquerait que l'État islamique est aussi sunnite. Donc tout ça est en nuance. Et Poutine le diable, évidemment, Poutine le diable, vient pour bombarder les terroristes. Il commence par Al-Nosra, Al-Qaïda, et puis maintenant l'État islamique, et on dit c'est scandaleux, Poutine, vous vous rendez compte de ce qu'il fait? Ah bon? Ben, il fait mieux que nous, ce qu'on n'a pas osé faire. Et ce qu'a dit très bien Jean-Pierre Chevènement hier dans le Figaro, si jamais on abat Assad, il est remplacé par Daesh. C'est ça qu'on veut? Voilà. Donc, quand je parle de corruption, je parle d'un système carriériste où le trucage est là partout. Je n'ai pas le temps de parler des sondages, mais si vous voulez, pour une autre fois. Mais lisez mon livre sur les sondages, vous verrez comment ça marche. Et je décris pour la première fois comment marche le système des sondages. Alors, j'ai rencontré des personnalités éminentes dans ma vie, comme le professeur Lejeune, qui m'a fait comprendre que, il m'a dit avant de mourir, quelques jours avant de mourir, ne cédez pas sur la vie, sur l'avortement, c'est la question qui commande toutes les autres. Je dis dans mon livre que l'avortement de masse et l'immigration de masse sont les 2 fléaux que Giscard nous a laissés. L'avortement de masse, c'est 200 000 par an, enfin 250 000 même. Et les entrées d'immigrés, 250 000. Donc en fait, on est en train de changer de population. Et quand on sait ce qu'est le transhumanisme, j'y consacre un chapitre, de la Silicon Valley, c'est-à-dire l'homme immortel, l'homme bionique et l'homme pesticide, alors on mesure que l'avortement a été le passeport de toutes les transgressions. Nous assistons impuissants à la déshumanisation progressive du monde par l'effacement planifié du visage de l'homme. Et j'avais le devoir de le dire, et je l'explique dans mon livre. Là aussi, pour l'instant, pas de réaction. Et puis, j'ai rencontré aussi Poutine, à l'occasion à cause du Puy du Fou, parce que Poutine préfère avoir un Puy du Fou chez lui qu'un Disneyland. Il préfère Jeanne d'Arc à la petite souris. Et un Puy du Fou à la russe. Et là, nous avons parlé. Et ce que m'a dit Vladimir Poutine, c'est très simple. Il m'a dit, écoutez, moi je ne vous demande pas de m'aimer, simplement je vous pose une question. Est-ce que vous, la France, est-ce que vous, l'Europe, vous pensez qu'il est sage d'écrire votre histoire à venir sur le continent américain, comme vous le faites aujourd'hui? Ou est-ce qu'il ne serait pas plus sage de l'écrire sur le continent européen? Alors à ce moment-là, si vous répondez oui à cette deuxième question, alors je serai votre partenaire. Complémentarité bien industrielle, énergie, mais surtout je serai votre partenaire parce que je suis l'interface géographique, physique entre l'Europe et la Chine. Donc si on réfléchit un instant à l'avenir du monde et à l'intérêt supérieur de la France, on ne peut pas, on n'a pas le droit de se couper de la Russie, comme on le fait en ce moment. Bref, tout ce que je te dis, tout ce que je dis est en contradiction avec tout ce qu'on lit toute la journée dans les médias. Celui qui m'a rendu l'espoir, et je terminerai par là,
c'est Alexandre Solzhenitsyn. Je l'ai invité, quand j'étais président du Conseil général, à venir pour le deuxième centenaire, pour le bicentenaire de la Vendée, en 1993. J'avais une chance sur 1000 d'obtenir son accord. Il m'a répondu, bien sûr, je viens. Il connaissait par cœur l'histoire de la Vendée, et l'histoire du massacre humanitaire, l'histoire du génocide. Parce que sa mère lui avait raconté quand il était petit. Il est venu chez moi, on est devenus des amis, on s'est revus plusieurs fois à Moscou. Et un jour, on marchait tous les deux à Tambov, sur une terre calcinée, une terre martyre. Les paysans de Tambov s'étaient levés contre les brutes sanguinaires du léninisme. Et il me dit, vous savez, il va y avoir un décrochage entre vous et nous. Nous, la Russie, on va s'en sortir. Et vous, vous allez entrer dans un gouffre profond. Parce que vous vivez une éclipse de l'intelligence. Vous avez la maladie du vide. Vous êtes au stade ultime de l'épuisement spirituel. Vous, l'Occident. Mais un jour viendra où des petites lucioles sortiront de la grande catacombe. Parce qu'il y a l'instinct de survie, parce qu'il y a l'instinct de vie, parce qu'il y a l'instinct de la transmission. Et que celles et ceux qui préconisent, par exemple, le mariage homosexuel, ne prennent pas garde au fait qu'il n'y aura pas assez de cliniques en Inde pour fabriquer des enfants. Et que donc, il faudra bien trouver des solutions pour la survie. Et donc, il y aura des petites sociétés parallèles qui se créeront, des écoles parallèles, des associations parallèles, des cultures parallèles. Et il a eu cette phrase, les dissidents aujourd'hui sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest. Les dissidents, ça veut dire, dans l'esprit de Solzhenitsyn, les refusniks qui ont sous la pèlerine le samizdat. Les dissidents, ils résistent. Ils ne cèdent rien. Ils sont indépendants, réfractaires. Et ils reconstruisent des petits isolats de résistance. Les dissidents, ils sont insensibles au périmètre sanitaire. Ils n'ont pas peur d'aller en prison, ou même de pratiquer l'objection de conscience et l'objection de l'impôt. Il faudra bien y arriver. Les dissidents, ça a commencé avec 2 millions de personnes dans la rue pour la famille. Demain, il y aura tout autant, même plus, pour la famille de famille qu'est la patrie. On a liquidé la nation, la patrie. On fabrique des frères sans père ni mère. La patrie, ça veut dire la terre des pères. Ça renvoie à la paternité. La nation, c'est naître, la naissance, ça renvoie à la maternité. Comment peut-on avoir des frères s'il n'y a plus de père et de mère? Et donc il y a un lien entre la famille et la famille de famille qui est un héritage. Quand on marche dans l'obscurité, je m'adresse en particulier aux jeunes, quand on marche dans l'obscurité, à tâtons, un conseil d'ancien, il faut chercher les murs porteurs. Les murs porteurs, c'est le caractère sacré de la vie, la filiation comme repère, la nation comme héritage, la frontière comme ancrage et le rêve français comme fenêtre sur le monde. Merci de votre attention.